Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. Carrefour Kamouraska a été créé dans le but de vous informer sur les différents projets qui mettent en lumière les forces de notre territoire. Bienvenue à Carrefour Kamouraska. Le Kamouraska peut compter sur plus de 10 000 travailleurs épanouis et il y a aussi plusieurs services pour accompagner les employeurs et chercheurs d'emploi, qu'ils soient travailleurs autonomes ou bien salariés. Et pour revenir un peu ou pour nous parler un peu des services du SAE Kamouraska, je reçois M. Simon Castonguay, en fait conseiller en emploi et recruteur au SAE Kamouraska. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et vous? Oui, merci. Tout d'abord, M. Simon, dites-nous un peu quel est votre rôle en tant que recruteur ou conseiller en emploi au SAE Kamouraska? Vous l'avez bien présenté, c'est ça. J'ai deux chapeaux différents, mais qui sont quand même assez connexes. Le premier, conseiller en emploi, donc j'accompagne des chercheurs d'emploi à n'importe quel niveau dans leur démarche, que ce soit au niveau de la rédaction d'outils, de recherche d'emploi, dans les techniques. Donc, j'ai ce volet-là au niveau conseil, là, vraiment au niveau de la recherche d'emploi. Et l'autre chapeau, comme recruteur, donc un petit peu plus au niveau des entreprises. J'ai la position privilégiée d'être à la fois en contact avec les chercheurs d'emploi et les entreprises. Donc, on fait le rapprochement là, entre ces deux services-là. Donc, j'offre des services soit en ciblant des candidatures qu'on a rencontrées récemment, en leur parlant de différentes offres d'emploi et aussi des offres, une offre de service en matière de recrutement. Okay. C'est-à-dire que certaines entreprises ne sont pas nécessairement structurées, n'ont pas de service des ressources humaines et peuvent parfois avoir besoin d'une personne externe pour compléter leur processus de recrutement. Donc, vous êtes en mesure de faire des associations, pour ne pas dire des matchs, là, mais aider à l'embauche de certaines personnes parce que vous avez déjà un bon bassin d'employeurs que vous connaissez qui ont des besoins. Oui. Et oui. Oui, donc on peut se servir effectivement de notre bassin de clientèle de chercheurs d'emploi qui viennent nous voir là, naturellement. Mais il arrive aussi que pour certains mandats de recrutement, qu'on aille à l'externe de ce bassin-là pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, ça veut dire que vous avez des mandats de recrutement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les mandats de recrutement, on les fait de la même façon que la recherche de l'emploi, c'est-à-dire qu'on s'adapte en fonction du besoin de l'entreprise. On l'offre soit à la carte ou par forfait. Si je les résume très, très rapidement, ça peut aller de l'analyse de poste à la description d'emploi, à tout ce qui serait affichage et tri de candidature. Des fois, l'entreprise a moins de temps consacré à ces tâches-là, donc peut me mandater pour l'aider à le faire. Et les entreprises qui en ont besoin peuvent aussi faire appel à nous pour tout ce qui concerne l'entrevue, que ce soit la préparation de la grille d'entrevue, des tests pratiques, tout ça. Est-ce que ça peut aller jusqu'à votre présence lors de l'entrevue, jusqu'à la sélection de candidats? Je l'offre toujours, puis jusqu'à présent, j'ai eu la chance d'être présent là, la majorité du temps lors de l'entrevue. Les gens aiment bien avoir une personne externe pour avoir un autre point de vue là, pour la prise de décision au niveau du recrutement. OK. Vous parliez aussi tout à l'heure de la rédaction d'outils techniques pour le chercheur d'emploi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au niveau des outils, il y a le traditionnel CV. Donc, c'est la carte de visite. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va être retenu, appelé pour une entrevue. Donc, derrière cette démarche-là, évidemment qu'on ressort avec le papier, le CV. Il y a différents formats et selon l'objectif du chercheur d'emploi, il peut prendre différentes formes aussi. Donc, ça, c'est un des outils. Et la lettre de présentation aussi peut être un outil fort intéressant en recherche d'emploi, particulièrement si c'est un domaine qui est un petit peu plus technique, où il y a plus de compétition. Donc, ça peut, si vous me permettez l'expression, mettre la table ou préciser là, davantage là, les principales compétences du candidat. Vous parlez de formats comme un CV ou une lettre de présentation. À travers les années, à travers les dernières années depuis lesquelles vous êtes conseiller en emploi, est-ce qu'il y a eu des évolutions de fait par rapport de ce côté-là? C'est sûr qu'il y a des modes. Certains CV vont
vont durer quelques années, où il va y avoir certaines tendances. Le CV chronologique, si je fais juste parler de celui-là, c'en a un qui dure, mais des fois, ce n'est pas nécessairement celui qui va avantager la candidature. Si son cheminement professionnel est plus ou moins linéaire, des fois, on va s'attarder à certaines sections de son parcours qui ne sont pas nécessairement les plus avantageuses et vice-versa. Donc, il y a différentes stratégies qu'on va adopter avec les chercheurs d'emploi. Donc, on adapte le CV aux chercheurs d'emploi, mais aussi à l'entreprise, j'imagine? Ça dépend aussi parce que, dans le fond, tout dépendant de l'objectif du CV, on peut avoir un créneau d'entreprise plus restreint ou quand même assez large. Si on cherche, je ne sais pas, un poste en administration, bien, on peut postuler dans une entreprise de construction, dans une entreprise de comptabilité. Donc, ce ne sera pas nécessairement les mêmes éléments qui vont ressortir. La lettre de présentation peut permettre de personnaliser davantage et le CV présentera à ce moment-là un profil un petit peu plus général, quoique ciblé, de la candidature. Donc, si moi, je suis une chercheur d'emploi, comment je fais pour avoir recours à vos services? Vous nous appelez, donc 88-856-4288. Vous appelez, on a Nicole, notre réceptionniste, qui va transmettre les coordonnées à notre équipe de conseillers. Même chose pour une entreprise, j'imagine? Pour l'entreprise, c'est davantage auprès de moi. Donc, les gens peuvent me rejoindre au même numéro de téléphone, mais le poste 202, et discuter avec moi là, de leurs besoins. Et je voyais, ou tout à l'heure, on en a parlé, vous aviez aussi une banque de candidatures. Comment ça fonctionne? Bien, premièrement, pour la personne qui cherche un emploi. OK. La banque de candidature, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça ouvre un petit peu plus grande les portes d'un bassin de candidats. Traditionnellement, les services de recherche d'emploi sont réservés aux gens qui sont sans emploi. Par contre, on peut être en emploi et quand même vouloir changer. Donc, pour nous, la banque de candidature, c'est une façon de s'afficher, mais anonyme. C'est-à-dire que pour éviter de mettre au courant une entreprise, un employeur actuel de démarche, nous, on sert d'intermédiaire entre un employeur potentiel, un nouvel employeur potentiel et une candidature intéressée. Donc, c'est intéressant parce que vous avez des banques de candidats dans plusieurs domaines dans lesquels les employeurs peuvent aller cogner à votre porte. Effectivement. Donc, pour l'employeur, ça fonctionne comment? L'employeur me contacte. J'ai vu un résumé fort intéressant. J'aimerais avoir plus d'informations. Souvent, ce qu'ils veulent, c'est obtenir les coordonnées pour pouvoir contacter directement la personne. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par un résumé? C'est parce que il y a une description d'une personne, mais dans le fond, il n'y a pas de nom, comme vous disiez. C'est ça. Okay, je pensais que c'était des catégories d'emploi. Il y a des catégories. Donc, moi, je m'inscris comme comptable. Je m'inscris également en communication parce que j'ai des compétences là-dedans. Donc, je rédige moi-même mes compétences, là, ce que je veux que l'employeur voit. Et suite à cela, moi, comme conseiller d'emploi, je fais l'intermédiaire entre les deux. Là. Un employeur m'a signifié son intérêt envers votre candidature. Est-ce que je lui transmets votre candidature complète? Êtes-vous toujours à la recherche? Donc, je m'assure toujours là, que les candidatures sont encore à jour. Bien, c'est parfait. Donc, on couvre quand même assez large et tellement plus large qu'il y a même un programme qui s'adresse aux stagiaires. Est-ce que c'est aux stagiaires que ça s'adresse? Stagiaire, en fait, c'est surtout pour parler du programme. C'est le projet FIT. Projet FIT. Projet FIT, c'est formation, intégration au travail. C'est de l'accompagnement. On va parler de stage. Donc, c'est un stage d'une durée de 10 à 14, 16 semaines, là, tout dépendant du poste. On offre un accompagnement tant aux stagiaires qu'à l'entreprise. L'idée, c'est qu'à la fin du stage, on confirme un lien d'emploi. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, dans ce programme-là, on offre un suivi personnalisé. Donc, on va aller rencontrer l'entreprise et le travailleur. On va faire des suivis téléphoniques aussi en différents moments, fournir différents outils, des plans de stage, des plans pour cibler quelles améliorations peuvent être faites pour maximiser les chances que l'emploi soit offert à la fin de cette période-là. Donc, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est aux études. Ça peut être quelqu'un qui a terminé son emploi, qui est en recherche d'emploi, mais qui va faire un stage chez l'employeur, c'est ça? Ce qui est ciblé comme clientèle, c'est plus des gens qui auraient peu ou pas d'expérience dans le domaine. Nous, ce qu'on va démarrer au mois de mai-juin, c'est le volet manufacturier. Donc, on s'intéresse à un domaine pour lequel il y a beaucoup de demandes. Oui, effectivement. Et des fois, il va y avoir des personnes qui sont intéressées, mais qui ont soit pas les études ou pas d'expérience dans le domaine encore. Donc, ce projet-là peut être intéressant parce qu'au-delà du suivi, ce qu'on offre, c'est pour les entreprises un remboursement du salaire d'une certaine portion du salaire. Ça peut tourner aux alentours de 50 pour la durée du projet. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le volet formation. On offre des formations générales qui couvrent communication au milieu de travail, travail d'équipe, le service à la clientèle ou, la façon que moi je le résume, et comment communiquer avec supérieurs immédiats, collègues, clients. Donc, on décortique vraiment la communication là, pour s'assurer
la communication la plus fluide possible. Et il y a 43 heures supplémentaires qui vont être des formations spécialisées offertes par la commission scolaire Côte-du-Sud sur santé et sécurité au travail, le cours de cariste également. Donc, vraiment des formations qui vont être très, très pertinentes pour le domaine manufacturier. Donc, c'est très, très complet. Très complet. Là-dessus, M. Simon Gastonguay, merci beaucoup. Merci à vous. Je reçois maintenant Mme Anne-Marie Lapointe, directrice générale du SAE Kamouraska. Bonjour. Bonjour, Annie. Anne-Marie, quand on parle d'employabilité ou de recherche d'emploi, le SAE Kamouraska, ça devient comme un réflexe et on pense beaucoup à la foire de l'emploi, notamment, parce que c'est un événement vraiment assez marquant qu'on appelle un emploi.ca maintenant. Oui. Mais parlons peut-être de la foire de l'emploi. Ça fait plusieurs années que ça existe? Oui, cette année, c'était la 16e édition d'un emploi.ca. Ça a commencé en 2010, en fait. C'était un tout petit événement qui rejoignait 4 entreprises. Ce qu'on voulait, c'était créer des ponts entre nos chercheurs d'emploi qui sont un petit peu plus éloignés pour leur permettre de rencontrer des gestionnaires d'entreprise, ce qui était plus difficile. Des fois, on regarde un CV, l'employeur n'est pas sûr, « Oh non, non, je ne risquerai pas ». Mais lorsqu'il y avait une rencontre, il y avait un contact, il y a eu des belles rencontres parce qu'il y a eu de l'embauche. Donc, à partir de là, nous, on a continué. On a fait ça pendant, mon Dieu, jusqu'à il y a 3 ans. Et il y a 3 ans, il y a eu la semaine de l'emploi au Kamouraska et on nous a demandé de faire le gros événement, la grosse foire. On s'est dit, bon, OK, moi avec Simon, que vous avez rencontré tantôt, on s'est questionné, on dit, est-ce qu'on embarque là-dedans? Parce que là, c'est une grosse aventure. Et finalement, avec les partenaires, bien, on a eu une première édition. On avait plusieurs entreprises et ça a bien fonctionné. Ce qui fait que là, on est à une 3e année avec la grosse foire comme on la connaît, avec des gros succès qu'on a eu cette année. Là. Et avec le portrait qu'on connaît en 2017 ou 2018, est-ce que vous avez vu justement une différence dans la façon d'aborder un salon de l'emploi pour les chercheurs d'emploi et pour les employeurs? Oui, il y a quelque chose de marquant qu'on a vu cette année, c'est que 40 avec les sondages qu'on a récoltés à la fin de la foire, 40 des chercheurs d'emploi sont déjà en emploi. Est-ce qu'ils recherchent pour améliorer des conditions salariales? Est-ce qu'ils recherchent parce qu'ils veulent passer à de nouveaux défis? Ça, nous, avec l'équipe, on va se pencher là-dessus. Mais c'est vraiment, je pense, la statistique qui nous a touchés cette année, qu'on a remarqué. On s'est dit, ah oui, bien, il y a quelque chose qui se passe là. Il y a aussi les entreprises qui, d'année en année, vont nous solliciter pour venir à l'événement. Ouais. Avant, Simon faisait un gros travail de recrutement, vraiment. Il passait des semaines, le téléphone, le courriel, pour recruter les entreprises, pour justifier, venez, vous allez rencontrer des gens. Et c'était difficile. Mais peut-être avec l'expérience qu'on a aussi, puis avec la qualité des chercheurs d'emploi qui venaient, là, les entreprises nous appellent. Donc, c'est beaucoup plus simplifié comme recrutement. Et est-ce que vous diriez qu'il y a comme eu un revirement aussi? Là, c'est les employeurs qui appellent pour venir, alors qu'avant, c'était les chercheurs d'emploi. J'imagine qu'il y a une petite baisse du côté des chercheurs d'emploi. Bien, comment l'achalandage a été, en fait? Oui, mais je pense que tous les services en employabilité, il y a une baisse au niveau de la clientèle. L'emploi va bien. Tout le monde en parle. Et c'est, je dirais, symptomatique, malgré que c'est positif, mais c'est pour le Québec. C'est à la grandeur du Québec. Le Kamouraska, il ne coupe pas. Ça va bien. Même nos services, nous, on a une baisse d'achalandage parce que les chercheurs d'emploi sont moins nombreux. Mais c'est cohérent avec ce que vous aviez dit tout à l'heure. 40 sont sur le marché du travail, oui. Donc ils cherchent tout de même un peu. Là. Oui, mais c'est peut-être pas des gens qui vont se déclarer à la recherche d'emploi. Exact. Mais par contre, les gens viennent, moi je les appelle les chercheurs d'opportunités. J'ai mon emploi, je suis bien ou pas, mais est-ce qu'il y a quelque chose de mieux qui s'offre à moi? Est-ce que je peux aller plus loin? Il y en a qui ont des études, il y en a qui ont continué à s'actualiser et ils ont le goût de cheminer
Puis des fois, dans une entreprise, ils plafonnent un peu. C'est plus difficile d'aller chercher des postes à responsabilité. Donc là, ils vont regarder vers l'extérieur. Et au niveau de l'achalandage pour un emploi.ca cette année, comment ça s'est passé? Bien, cette année, on a eu 38 entreprises, on a eu 11 organismes et près de 200 chercheurs d'emploi ou visiteurs ou chercheurs d'opportunités. Et de quel endroit ils venaient, ces gens-là? Est-ce qu'on le sait? Principalement Kamouraska, mais on a eu des gens de Québec qui sont venus. On a une clientèle aussi de Lillet. Il y a beaucoup de chercheurs de Lillet qui viennent à notre événement. Et puis, il y a aussi une délégation de personnes immigrantes aussi qui est venue à cette occasion. Oui, avec le SAC, qui est le service Accueil Kamouraska, qui est un autre service du SAE Kamouraska. Ça a été lancé en octobre dernier. On a ce service-là, c'est pour favoriser la venue de personnes immigrantes au Kamouraska. Parce qu'on sait, il manque les entreprises ont de la difficulté à combler des postes. Une des solutions, ce n'est pas la solution, mais une des solutions, c'est d'aller chercher des gens de l'extérieur. Et la personne immigrante s'inscrit bien là-dedans. Donc, il y avait 21 personnes à la recherche d'emploi, ou il y en a qui se disaient à la recherche d'un territoire, qui sont venus nous rendre visite 2 jours en mars, et ils en ont profité pour aller rencontrer les employeurs à un emploi.ca. On sait qu'il y a eu des offres d'emploi de déposer auprès de ces gens-là. Il y a Simon et Emeline Escoffier-Vial, qui est notre agente de développement, qui sont en contact, là, autant que les entreprises qu'avec ces gens-là, pour favoriser l'embauche puis la venue au Kamouraska. Oui, parce que j'imagine que le suivi est important là, suite à ce genre de foire-là. Donc, le SAE, comme disait M. Gaston-Guy, tantôt, vous êtes un peu la courroie de transmission. Donc, quelle sorte de suivi est fait entre l'employeur et la personne qui est allée chercher un emploi? Au niveau des entreprises pour la foire, si on exclut les personnes immigrantes, pour la foire, il y a Simon qui fait un suivi auprès d'eux. Il recommunique avec eux comment ça a été. On va chercher leurs commentaires, les points positifs ou qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'on améliore. On va aller valider s'il y a eu des embauches aussi. Parce que pour nous, c'est important. Si on fait des événements, parce que c'est quand même énormément d'heures de préparation, de travail. Il y a eu beaucoup de partenaires impliqués là-dedans. Et s'il n'y a pas d'embauche en bout de ligne, on se questionnerait, bon, probablement qu'on irait chercher une autre formule. Donc, on va aller valider ça. Et auprès des chercheurs, cette année, bien, on essaie d'aller chercher les courriels, on essaie d'aller chercher les coordonnées pour leur offrir nos services advenant qu'il n'y ait pas d'embauche suite à leur démarche. Donc, pour la délégation de personnes immigrantes, j'imagine que justement, Emeline est en contact avec eux pour voir... Oui. Eux, c'est un travail un petit peu plus pointu qu'on fait. On continue avec les entreprises qui se sont manifestées, mais on est en contact direct avec ces personnes-là parce qu'ils nous l'ont demandé. C'est le service qu'on offre aussi. Et je sais que là, il y en a une qui s'est fait offrir un emploi, mais là, on est à la recherche d'une garderie pour son fils. Et aussitôt que ça va être réglé, bien, ça va être plus facile pour elle de venir. Donc, c'est des belles retombées qu'une genre de foire de l'emploi peut avoir. Et on parlait aussi de tout à l'heure de mini-foires. Et il y a peut-être question de remettre ça aussi en branle, les mini-foires. Pourquoi déjà? Oui, mais tantôt, avec Simon, vous avez parlé du projet FIT. Et cette année, bon, c'est nouveau, c'est le secteur manufacturier. Donc, je pense qu'on va remettre en branle notre mini-foire uniquement pour ça. On va avoir les 5 entreprises qui vont décider d'embarquer dans ce beau bateau-là. Et donc, ça va être des entreprises manufacturières nécessairement. Et là, on va inviter les chercheurs à venir. Ça va se faire à notre bureau. C'est vraiment une formule qui est plus conviviale, qui est plus intimiste. Et là, il va y avoir des mini-entrevues. Les entreprises vont pouvoir se présenter les postes. Et avec les chercheurs d'emploi, bien, il y a tout de suite les mini-entrevues. Et on souhaite le coup de foudre employeur-employé pour déboucher sur une embauche, puis un emploi à long terme par la suite après le programme. Bien là-dessus, Mme Anne-Marie Lapointe, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir, Annie. Parmi les chercheurs d'emploi, on retrouve aussi des gens qui ont une envie, une fibre entrepreneuriale et une envie de démarrer leur propre entreprise. Et pour discuter justement de soutien aux travailleurs autonomes notamment, eh bien, je parle avec Mme Virginie Guibert, conseillère en entrepreneuriat à la MRC de Kamouraska. Bonjour Virginie. Bonjour Annie. Virginie, dites-nous un peu votre rôle de conseillère en entrepreneuriat à la MRC de Kamouraska.
Les conseillers en entreprise, en entrepreneuriat, dans le fond, on est vraiment dans l'écosystème d'accompagnement autour de l'entrepreneur. Donc, la vie d'un entrepreneur, là, c'est tout un cycle. Là. On peut commencer à avoir l'idée, être employé ou ne pas avoir d'emploi, puis de vouloir créer son entreprise. Donc, si on est à cette étape-là, on peut aussi accompagner, faire cheminer la personne. On peut avoir déjà son entreprise bien établie. Donc, on veut vouloir croître, développer des nouveaux services. Donc, là aussi, on peut accompagner. Des fois, il y a comme des situations de crise aussi, où ça va vraiment pas bien, puis là, il faut donner un coup de barre. Donc là, on parle plus de redressement, d'accompagnement dans des situations de crise aussi. Donc, on est vraiment dans différentes sphères au niveau de l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs secteurs dans lesquels vous intervenez, oui. donc c'est pas nécessairement... On n'a pas besoin nécessairement d'être rendu seulement à faire notre plan d'affaires pour faire appel à vos services. Non, c'est ça. Il y a plusieurs façons de rentrer dans l'entrepreneuriat, puis différents stades. Puis nous, on intervient, on s'adapte là où est l'entrepreneur. Donc, des fois, il y en a, c'est de les accompagner vraiment à devenir des entrepreneurs, devenir des meilleurs entrepreneurs, déployer son entreprise. Donc, il n'y a pas une entreprise pareille. Donc là, ça demande beaucoup de s'adapter aux clients aussi. Là. Justement, comme il n'y a pas une entreprise pareille, un travailleur autonome qui arrive à la MRC, puis lui, c'est peut-être plus au niveau de l'innovation qu'il y a quelque chose à apporter, ou une autre personne, c'est plus au niveau de l'économie sociale. Comment c'est partagé ici du côté de la MRC de Kamouraska? Oui. À la MRC de Kamouraska, on est 3 conseillers en entrepreneuriat. Sur le territoire aussi, il y a d'autres conseillers en entrepreneuriat avec la SADC, entre autres, qui, eux, sont situés à la Pocatière. Nous, on est à Kamouraska. Donc, on est comme un écosystème de partenaires aussi qui vont aider. Chacun a plus ou moins ses forces. Donc, c'est sûr qu'on y va aussi avec ce que les conseillers ont à offrir. Moi, c'est sûr que ma spécialité, c'est plus au niveau du travailleur autonome, les petites entreprises, de services, puis tout ce qui est économie sociale. À cause de ma formation, j'ai comme une maîtrise en économie sociale, puis je suis moi-même entrepreneur social depuis une quinzaine d'années. Donc, mon expertise est plus là-dedans. Vous dites entrepreneur social depuis une quinzaine d'années, mais l'économie sociale, bon, ça existe depuis, j'imagine, depuis toujours. Mais qu'on en fasse un peu une expertise ou que quelqu'un aille cogner à votre porte pour ce genre d'expertise-là, est-ce que c'est nouveau? Est-ce que... on l'a toujours plus ou moins fait, oui, quand même. C'est sûr qu'avant, là, c'est quand même aussi nouveau que la MRC ait intégré le service de développement territorial avec des conseillers économiques. Avant, c'était le CLD qui s'occupait de cette partie-là. Là, c'est intégré à la MRC depuis 2 ans. Mais traditionnellement, c'était quand même fait par les CLD. Ici, à la MRC aussi, c'est fait parce qu'on accorde, entre autres, des prêts. Pour des entreprises d'économie sociale aussi, on offre de l'accompagnement. C'est sûr que peut-être c'est moins connu. Oui, bien comment on fait pour reconnaître justement que notre propre entreprise en est une d'économie sociale? Est-ce que d'emblée, les gens le savent ou... Habituellement, les gens le savent quand même. Il y a un pôle d'économie sociale du Bas-Saint-Laurent qui regroupe les entreprises qui le savent ou pas. Nous, à la MRC, on peut donner aussi une indication. En fond, c'est le pôle nous demande de déterminer qui est une entreprise d'économie sociale ou non. Dans le fond, pour répondre à votre question, une entreprise d'économie sociale, c'est soit un OBNL, soit une coopérative. Parce que quand on est un OBNL, par contre, il faut que l'OBNL vende ou produise des services ou des biens dans une certaine proportion. Un OBNL qui vit uniquement de subventions et un OBNL de communautaire. Donc là, ce n'est pas un organisme d'économie sociale. Par exemple, un OBNL qui vend des services, qui a des clients, il peut avoir des subventions, mais s'il y a quand même une partie d'au moins 15, 20 ou 30 % de revenus autonomes, on parle d'une entreprise d'économie sociale. Okay. Donc, il y a des entreprises d'économie sociale qui ne savent pas qu'ils sont. Ça arrive, ça. Exactement. Ouais. Donc, quelqu'un arrive avec son projet d'affaires ou une entreprise qui est déjà là ou pas, on peut finalement dire, bien, vous êtes une entreprise d'économie sociale. C'est ça. Et est-ce que... Oui, vas-y. Non, c'est ça. Mais ça, c'est un des volets. Là. C'est ça, l'économie sociale. C'est sûr que ce n'est pas 100 % de notre accompagnement, mais on le fait aussi. Donc, Et dans l'économie sociale, est-ce qu'il y a comme une prémisse de base qui dit qu'on doit absolument redonner une partie des profits qu'on fait à la communauté? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui... Bien, c'est sûr qu'au niveau des prémices, je dirais que c'est plutôt au niveau de certaines valeurs. Il y a tout le côté démocratique. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une gouvernance
collective et démocratique, avec un conseil d'administration qui est élu, puis que régulièrement, il y a des assemblées générales. Donc ça, c'est un critère fondamental. Si le conseil d'administration n'a pas changé depuis plusieurs années, qu'il n'y a pas vraiment d'assemblée générale, c'est sûr que ce n'est pas une entreprise d'économie sociale reconnue. Au niveau de la redistribution, c'est sûr que les profits d'une entreprise d'économie sociale, mais ça, en tout cas, il y a beaucoup de technicalités, là, on pourra en parler longtemps, mais les profits doivent être réinvestis dans l'entreprise. Okay. Donc, ils ne peuvent pas, quoique il y a des entreprises d'économie sociale qui peuvent quand même partager les bénéfices par personne. Par exemple, les coopératives de travailleurs, on peut partager ou avoir des ristournes. Mais c'est vrai qu'il y en a des coopératives qui sont à but non lucratif, donc là, qui s'engagent à ce que les profits faits par la coop ou l'OBNL soient réinvestis dans l'entreprise. Donc, Virginie, là, on a parlé beaucoup de l'économie sociale. Maintenant, le volet soutien travailleur autonome, quelqu'un qui arrive dans votre bureau, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider à développer son entreprise? Bien, déjà, on est gestionnaire avec Emploi Québec de la mesure de soutien à travailleur autonome, qui est comme une subvention qui permet à quelqu'un qui veut démarrer une nouvelle activité autonome d'avoir une subvention de l'équivalent de 35 heures semaine payées au salaire minimum pendant à peu près 1 an. Donc là, il peut bénéficier de 3 mois pour faire son plan d'affaires, puis ensuite d'un autre 40 semaines pour démarrer son entreprise. Donc ça, c'est une des premières façons de rentrer dans le travailleur autonome avec cette subvention-là. Il y a certains paramètres à respecter, certaines conditions. C'est pas tout le monde qui est admissible non plus. Quand on rentre dans ce chemin-là, c'est sûr que c'est aidant parce que là, il y a comme une subvention qui aide pour pouvoir vivre pendant qu'on démarre son activité, le temps de structurer le plan d'affaires, de faire des contacts, de faire son site Internet, son logo, puis tout ça. Là, c'est sûr que pendant ce temps-là, c'est difficile de travailler aussi en même temps. Mais il y a des fois des gens qui sont pas admissibles à cette mesure-là, donc ils démarrent leur activité autonome autrement. Donc, soit ils continuent de travailler à temps plein, soit à un moment donné, ils ont comme une période de chômage entre 2 emplois, un congé de maternité, X raisons, ou même sans aucun soutien financier, mais ils se décident d'aller de l'avant dans le travail autonome. Donc là, on les accompagne à faire, qu'ils soient avec soutien travailleur autonome ou non, dans le fond, notre accompagnement est un peu la même chose. C'est de les aider à faire leur plan d'affaires, de se structurer. Donc, un plan d'affaires, on parle de regarder vraiment au niveau de la planification des ressources, la planification de l'entreprise, les ressources humaines, le statut, les ressources humaines. Il y a tout un côté du montage financier aussi, parce que les gens, ils veulent... aussi avec ça. Oui, c'est ça, exactement, parce que, dans le fond, de préparer avant de se lancer, c'est de voir, OK, est-ce que je peux vivre de ça? C'est quoi les services que j'offre? C'est qui mes clients? À quel prix je vends ce service-là ou ce bien-là? Puis est-ce que je suis capable d'en vivre en fonction de mes besoins? Il y a des gens, c'est un à côté en plus d'un travail, c'est pas les mêmes besoins. Si je suis monoparentale avec 4 enfants, c'est sûr que je vais avoir besoin de faire plus de revenus. Il y a des gens qui vivent de simplicité volontaire et qui ont besoin de peu, puis c'est comme... c'est correct. Donc, c'est à chacun d'évaluer ses besoins, puis on les accompagne là-dedans, justement. Bien, vous répondez, en tout cas, à plusieurs profils, plusieurs profils de ce qu'on peut en comprendre. Et on invite les gens à communiquer avec vous, premièrement, via le site Internet de la MRC, mrckamouraska.com. Puis là-dessus, Mme Virginie, merci beaucoup de votre temps. Merci, Annie. De notre côté, on se retrouve la semaine prochaine. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.